Bonjour à tous, je suis professeur Petit Chat. Aujourd'hui, nous allons apprendre les bases du JavaScript. Le JavaScript est un langage de programmation qui va permettre de dynamiser vos pages web. En gros, en fonction des actions de l'utilisateur, le JavaScript va changer le code HTML dynamiquement. Entre parenthèses, le JavaScript n'a absolument aucun rapport avec le Java. Voici un petit exemple que l'on étudiera après en détail qui montre ce que l'on peut faire facilement avec du JavaScript. L'objectif est de faire une page qui va permettre à l'utilisateur de simuler un lancer de un ou plusieurs dés. Je peux choisir le nombre de dés comme ceci. Il me fait apparaître une zone de texte par dé pour choisir le nombre de faces de chacun des dés. Ici par exemple, j'ai mis 2 dés, un dé de 2 qui est en fait une pièce et un dé de 4. À chaque fois que j'appuie sur lancer, j'obtiens un nouveau score qui est la somme de chacun de mes dés. Nous allons voir au fur et à mesure les différents éléments qui vont permettre de faire cet exemple. Quand vous aurez un peu de pratique, le JavaScript permet de faire des véritables applications en ligne. Personnellement, je l'utilise pour faire des visualisateurs de signaux biomédicaux comme vous voyez ici. À la fin du cours, vous aurez pratiquement tous les éléments pour faire ça, même si ça demande quand même quelques jours de travail. Avant toute chose, il faut comprendre que le JavaScript est un langage client. Ça veut dire que quand vous allez sur un site web, vous téléchargez le code JavaScript de la même manière que vous téléchargez le code HTML. Une fois téléchargé, le code est interprété par le navigateur, et c'est lui qui gérera toutes les interactions avec l'utilisateur, indépendamment du serveur. La manière propre pour ajouter du code JavaScript dans votre code HTML, c'est d'ajouter cette petite ligne. Nous précisons que le fichier JavaScript s'appelle myscript.js et qu'il se trouve dans le sous-dossier JS. Dans ce fichier JS, je mets mon code JavaScript. Ici, je mets un alert, c'est une fonction que l'on utilise pour débugger et qui fait apparaître un petit pop-up dans votre navigateur. Mémorisez bien cette ligne pour ajouter un JavaScript. Ici, c'est l'attribut src qu'on utilise. C'est différent de la balise link que l'on met pour faire appel à un fichier CSS où nous mettons un href. Une deuxième différence est que l'on doit mettre une balise fermante alors qu'il n'en faut pas pour la balise link. Le JavaScript est de base assez peu concis, même si ça s'est un peu amélioré ces dernières années. Pour simplifier un peu le code, il existe une librairie qui s'appelle jQuery que vous pouvez télécharger sur jQuery.com. Pour l'installer, c'est très simple. Vous allez dans Download, vous prenez la version compressée, il faut faire clic droit, enregistrer le lien sous. Vous mettez ça dans un sous-dossier JS avec vos autres scripts, et vous pouvez aussi télécharger le fichier map qui aidera à débugger votre code. Dans votre fichier HTML, vous pouvez rajouter une balise script pour inclure le fichier jQuery. Nous allons faire un premier exemple pour que vous ayez une idée de comment ça marche. Nous voulons mettre une énigme et un bouton réponse. Quand on appuie sur le bouton réponse, ça affiche la réponse. On commence par le HTML. On écrit la question et on met un bouton. Il faut qu'on donne au bouton un identifiant pour s'y référer après en JavaScript. On prévoit ensuite l'emplacement pour mettre la réponse, et pour cela, on met un div avec un id answer. Dans le fichier JavaScript, on écrit une première ligne pour dire qu'il faut attendre que le document soit chargé. On mettra le code à l'intérieur. On met alors une instruction pour dire qu'il faut attendre que l'utilisateur clique sur la balise qui porte l'identifiant btn answer. Quand cet événement survient, on met cette commande pour modifier le contenu HTML de la balise d'identifiant answer. On exécute sous Chrome pour tester. Nous avons la question qui apparaît avec le bouton. Quand on clique sur réponse, nous avons la réponse qui apparaît. Une des premières choses à savoir quand on apprend un nouveau langage, c'est comment débugger. On utilisera le navigateur pour ça. Sous Chrome, je peux faire bouton droit inspecter pour ouvrir la console. Il montre déjà s'il y a des erreurs de syntaxe. Je peux ouvrir le fichier et voir qu'ici à la ligne 4, il manque une parenthèse. Vous ne pouvez pas par contre modifier à cet endroit, vous êtes obligé de modifier dans votre éditeur. Une fois les erreurs de syntaxe corrigées, vous pouvez faire bouton droit inspecter. Vous allez dans l'onglet source et vous pouvez ouvrir votre fichier JavaScript. Vous pourrez alors mettre des points d'arrêt en cliquant sur la ligne. Je clique sur mon bouton et l'exécution va s'arrêter au niveau de mon point d'arrêt. Vous pouvez alors aller dans la console et écrire des commandes comme si vous étiez dans votre fichier JS et elles seront exécutées tout de suite.
Vous avez accès aux mêmes variables que dans votre fichier JS et donc vous pouvez visualiser leur contenu. Enfin, vous avez ici les commandes qui vous permettent de continuer l'exécution de votre programme ou de faire du pas à pas. Dans tout ce cours, je vous conseille de tester les lignes de commande que nous verrons directement dans la console. Le JavaScript est un langage de programmation complet, et à ce titre, il dispose de toutes les fonctions élémentaires que nous allons voir maintenant. Comme d'habitude, je vous conseille le site w3schools.com pour avoir de la documentation sur les différentes fonctions. C'est, je pense, le site le mieux fait d'un point de vue pédagogique. Vous avez également le site Mozilla Developer qui est plus complet et qui a une grande partie traduite en français. À mon goût, il va un peu moins vite à l'essentiel, mais je pense qu'il y en a qui préféreront ce site. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par les variables. Le JavaScript nécessite de déclarer les variables par l'intermédiaire du mot-clé var. Vous n'aurez pas besoin par contre de dire si c'est un nombre ou une chaîne de caractères. Vous remarquez que toutes les instructions en JavaScript doivent se terminer par un point-virgule comme en PHP. Au moment de l'affectation, vous définirez le type de variable. Par exemple, vous pouvez mettre un entier, un nombre à virgule, une chaîne de caractères ou un booléen. Comme vous voyez ici, il est possible de faire la déclaration et l'affectation en même temps, et il est possible de déclarer plusieurs variables sur une même ligne. Si vous voulez visualiser la valeur d'une variable, vous pouvez écrire alerte nom de la variable. Ça vous ouvrira une pop-up comme ceci. L'autre possibilité plus propre, c'est d'écrire console.log nom de la variable. Sous Chrome, il faudra faire clic droit Inspecter pour visualiser la console et la valeur affichée. Étudions maintenant les chaînes de caractères. Elles sont délimitées soit par des guillemets, soit par des apostrophes. Si vous mettez des guillemets, vous pouvez mettre des apostrophes à l'intérieur, et si vous mettez des apostrophes, vous pouvez mettre des guillemets à l'intérieur. Si vous devez mettre les deux, il faudra utiliser un caractère d'échappement en mettant un anti-slash guillemets ou un anti-slash apostrophe. Comme en PHP ou dans beaucoup d'autres langages, si vous voulez accéder à un caractère particulier, vous mettez le numéro du caractère entre crochets. Notez que l'index du premier caractère est 0, donc si on écrit S de I, on accède au I-1e caractère. Pour obtenir la longueur d'une chaîne, on écrit nom de la variable .length sans parenthèse. C'est très différent de la syntaxe PHP où on écrivait strlen, parenthèse, nom de la variable. Pour réaliser une concaténation, ce n'est pas le point comme en PHP, mais le plus qu'il faut utiliser. Par exemple, si S1 vaut ABC et S2 vaut DEF, S1 plus S2 vaudra ABCDEF. Nous pouvons concaténer des chaînes et des nombres. Les nombres seront automatiquement convertis en chaînes. Par exemple, ABC plus 5 vaudra ABC5. Il faut se méfier d'ailleurs parce que entre guillemets 5 plus 5, ça ne vaudra pas 10, mais ça vaudra la chaîne 55. Pour convertir un nombre en chaîne, le plus rapide à écrire, c'est d'utiliser cette concaténation. La méthode officielle consiste normalement à appliquer la méthode toString sur le nombre. Pour faire l'opération inverse, il y a deux fonctions à connaître, parseInt et parseFloat. Elles convertissent respectivement en entier et en nombre à virgule. Voyons maintenant quelques petites fonctions couramment utilisées sur les chaînes de caractères. Pour extraire une sous-chaîne, vous avez deux fonctions, substring et substr. Avec substring, nous précisons le début et la fin. Avec substr, nous précisons le début et la longueur de la chaîne. Nous avons ensuite la fonction indexOf qui permet de rechercher une sous-chaîne dans une chaîne et de renvoyer la position. Ça renvoie -1 si la chaîne n'est pas présente. Pour remplacer une sous-chaîne par une autre, nous avons la fonction replace. Ici, nous remplaçons AB par BB et nous obtenons donc BBCDEF. Voyons maintenant comment utiliser les tableaux. Pour déclarer un tableau, nous mettons simplement la liste des éléments entre crochets et séparés par des virgules. Nous pouvons mélanger n'importe quel type d'objet dans un tableau. Ici par exemple, nous avons une chaîne de caractères, un nombre entier et un booléen. Pour accéder à un élément du tableau, on utilise les crochets. Notez bien que les index commencent à 0. Comme pour les chaînes de caractères, nous obtenons le nombre d'éléments du tableau en mettant le nom de la variable .length. Il est possible de faire grandir le tableau en utilisant la commande push. Ici, j'ajoute dd à la fin du tableau. Nous avons ensuite la possibilité de faire des objets. C'est à peu près l'équivalent des tableaux associatifs en PHP ou des structures dans d'autres langages. Pour déclarer un objet, nous écrivons ceci. Entre accolades, nom de clé 1 de point valeur 1,
nom de clé 2 de point valeur 2, etc. Pour accéder aux éléments, soit nous mettons le point, soit nous mettons la forme tableau associative avec des crochets et entre apostrophes la clé. Vous pouvez faire les fonctions mathématiques usuelles. Ce sera les mêmes que dans d'autres langages, mais il faudra mettre maths devant. Je vous ai mis quelques exemples et je vous laisse quelques secondes pour les étudier. Voyons maintenant comment manipuler les dates. Vous devez créer un objet date en écrivant new date. Vous avez alors plusieurs possibilités de paramètres d'entrée. Vous pouvez mettre le timestamp en millisecondes, c'est-à-dire le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970 à minuit, heure universelle UTC. Vous pouvez aussi mettre une chaîne de caractères avec la date en utilisant le format international, à savoir année-mois-jour, ou alors vous mettez tous les détails séparés par des virgules comme ceci. Une fois l'objet créé, vous pourrez récupérer les informations dessus à l'aide des commandes que je vous ai mises ici. Un exemple, si vous écrivez d égale new date de 1 million, vous faites d.getTime et vous retrouvez 1 million. Voyons maintenant la syntaxe du if, qui est la même que le PHP, le C ou le Java. À savoir, if, entre parenthèses, condition, et entre accolades, les instructions. Lorsqu'il n'y a qu'une seule instruction, les accolades sont facultatives. Ça va être vrai aussi pour les boucles for et pour les boucles while. Pour définir la condition, les opérateurs sont les mêmes que pour le C et pour le PHP. À savoir, pour tester l'égalité, on met un double égal, et pour tester si deux éléments sont différents, nous mettons point d'exclamation égal. Vous pouvez après mettre des opérateurs logiques. Le nom s'écrit avec un point d'exclamation, le et avec un double symbole et le ou avec une double barre verticale. Un exemple ici, on teste si heure est égale à heure rendez-vous, et on teste si rendez-vous annulé est faux. Nous pouvons ensuite mettre un sinon avec la commande else comme ceci, et nous pouvons faire un sinon si de cette manière. Passons maintenant à la boucle for qui s'écrit comme ceci. Ça veut dire pour i variant de 0 à 10, 10 exclu, écrire dans la console i. Si on exécute ces lignes dans la console du navigateur, ça donnera ceci. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Étudions plus précisément la syntaxe. Elle se divise en trois parties, séparées par des points-virgules. La première partie correspond à l'initialisation et est effectuée avant la boucle. La deuxième partie est la condition de continuité. On réitère la boucle tant que la condition est vérifiée. Enfin, nous mettons une instruction d'incrémentation pour dire qu'à chaque fin d'itération, on incrémente la variable. Si vous ne connaissez pas la syntaxe, i++, c'est la même chose que d'écrire i égale i plus 1. De la même manière que les for, nous pouvons faire des boucles while. On écrit while, parenthèse, condition, entre accolades, les instructions. Ici, le code que l'on a mis revient exactement à la même chose que précédemment avec la boucle for. Il n'y a pas de for each en JavaScript. À la place, nous avons un for off qui revient au même et qui permet de parcourir les différents éléments d'un tableau. Pour les objets, nous avons for in qui permet de parcourir les différentes clés de l'objet. Nous pourrons afficher les valeurs associées avec obj entre crochets key. Ici, nous écrivons simultanément la clé et la valeur. Comme dans tous les langages de programmation, nous pouvons faire des fonctions. Pour déclarer une fonction, on écrit function, nom de la fonction et des parenthèses. Les instructions sont mises entre des accolades. Pour faire appel à la fonction, nous tapons juste le nom de la fonction avec les parenthèses. Vous pouvez mettre des arguments en entrée et en sortie de la fonction. Je vous montre ici le code pour calculer le volume d'un cône. Je déclare mes deux paramètres d'entrée ici, et je mets des valeurs 1 et 2 en appelant ma fonction, dont r vaudra 1 et h vaudra 2. On fait les calculs, et à la fin on utilise return pour envoyer une valeur de sortie. On peut tester ça dans la console de Chrome, et on obtient 2,09 comme résultat. Il existe une deuxième syntaxe possible pour faire des fonctions qui va être énormément utilisée. C'est ce qu'on peut appeler la forme inline. Ça vous permet de mettre des fonctions en argument d'autres fonctions. Ici, on ne voit pas trop d'intérêt, mais ça va venir après, et c'est peut-être l'une des caractéristiques majeures du JavaScript. En JavaScript, il n'existe pas de passage par référence, donc si vous avez plus d'un paramètre à sortir, la manière la plus simple, c'est de créer un objet comme ceci, qui englobera les multiples variables de sortie. Vous pourrez alors y accéder en tapant le nom de l'objet, point le nom de la variable.
Ici, vous avez l'exemple d'une fonction qui calcule à la fois la surface et le périmètre d'un cercle en fonction du rayon en entrée. Depuis 2015, nous avons la possibilité de faire des classes facilement en JavaScript. Je vous ai mis un exemple ici. Les classes sont des structures avec des variables et des méthodes associées. Nous pouvons déclarer des objets qui sera du type de cette classe grâce à la commande new comme ceci. Lorsque nous créons notre objet, nous lançons la fonction constructeur définie ici. En JavaScript, c'est particulier. Les différentes variables de votre classe sont uniquement déclarées dans le constructeur. À l'intérieur de la classe, pour référer aux méthodes et aux variables de la classe, il faut utiliser this. Ici, nous déclarons une fonction dans la classe, et nous l'appellerons ici. Vous remarquez l'absence du mot-clé function. Cette fonction permet de calculer la surface du rectangle et retourne donc 100. Les classes vont être très utiles pour structurer votre code. Notamment, ça permet en général d'offrir des alternatives plus propres pour éviter de mettre des variables globales, et ça limite souvent le nombre d'arguments à faire passer dans les fonctions. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais nous allons commencer doucement. Une dernière chose sur les commandes élémentaires, pour faire un commentaire, on met un // et si c'est sur plusieurs lignes, on met /étoile pour ouvrir les commentaires et un // pour les fermer. Intéressons-nous maintenant aux manipulations du HTML comme nous avions commencé à voir dans les premiers exemples. Si nous n'utilisons pas la librairie jQuery, nous pouvons manipuler les balises HTML de notre document grâce à la classe JavaScript HTML_Element. Dans le HTML, il faut donner un identifiant à une balise. En JavaScript, on pourra alors utiliser la fonction document.getElementById qui générera un HTML element qui correspondra à cette balise. Une fois cet HTML element obtenu, il est possible de modifier un certain nombre de propriétés. Par exemple, on peut accéder au contenu HTML grâce à la propriété InnerHTML. On peut modifier les propriétés CSS en mettant style.nom de la propriété CSS, et on peut modifier la classe grâce à la propriété className. Ça donnera ceci. Cette syntaxe est assez peu concise et on va préférer utiliser jQuery qui va pas mal vous simplifier la vie. Il va être quand même important de savoir que ces HTML element existent, car on est quand même parfois amené à les manipuler. Pour utiliser jQuery, nous commençons par mettre la ligne que nous avons vue tout à l'heure. Nous pouvons alors écrire ceci pour sélectionner notre objet à l'aide d'un sélecteur CSS. La variable JQ ne sera pas un HTML element, mais un objet jQuery dont nous allons voir les différentes propriétés que l'on peut appliquer. Tout jQuery se résume à ce $, qui est en fait une fonction comme les autres, mais la syntaxe est optimisée pour ne pas être trop longue. Vous pouvez mettre ici n'importe quel sélecteur CSS. J'utilise ici un identifiant grâce au dièse. Un autre exemple, en mettant .myClass, vous sélectionnerez tous les items qui ont pour classe myClass. Si j'écris input name égale firstName, je sélectionne mon input qui a pour attribut name qui est égal à firstName. Enfin, on peut faire des sélecteurs sur plusieurs niveaux comme ici, où je sélectionne tous les éléments de la classe menu_item qui sont des enfants d'une balise nav. Les propriétés de l'objet jQuery sont différentes des HTML elements. Par exemple, au lieu d'écrire .InnerHTML égale quelque chose, nous mettons HTML entre parenthèses avec le nouveau contenu HTML à l'intérieur. Si nous voulions récupérer le code HTML, ça serait la même fonction mais sans argument. Par exemple, ici, j'affiche le contenu dans un pop-up. C'est une généralité pour toutes les propriétés jQuery. Soit vous mettez une valeur et dans ce cas vous y accédez en écriture, soit vous ne mettez pas de valeur et dans ce cas vous accédez à votre propriété en lecture. En écriture, si plusieurs éléments correspondent au sélecteur, ils seront tous modifiés. Par contre, en lecture, si plusieurs éléments correspondent au sélecteur, vous n'aurez la valeur que du premier de la liste. Pour régler les propriétés CSS, ce ne sera plus style, mais ce sera la méthode CSS. Ici, je mets deux arguments, donc je règle la valeur. Et si j'en mets qu'un seul, je récupère la valeur. Nous pouvons régler plusieurs propriétés CSS en même temps en mettant un objet à l'intérieur comme ceci. Pour régler la classe, il n'y a pas de propriété classe directement en jQuery. Néanmoins, nous pouvons ajouter une classe de cette manière en utilisant la méthode addClass. De la même manière, nous pouvons retirer une classe en mettant removeClass.
Enfin, nous pouvons tester si un élément a une certaine classe en mettant hasClass comme ceci. Ça renvoie false parce que nous venons de l'enlever. En mettant toutes ces commandes, nous avons le même résultat que tout à l'heure avec les HTML Elements. Dans la pratique, nous écrivons souvent tout ça sur une même ligne, ce qui donnera ceci. Ça rétrécit quand même pas mal le code. Pour débugger, il va être important de vérifier que ce que nous avons développé a bien été appliqué. Pour cela, vous pouvez cliquer sur l'élément avec le bouton droit et vous faites Inspecter. Vous voyez alors dans l'inspecteur que mon élément a bien un background color de réglé, il a la classe myClass et il a le contenu de modifier. Avant d'aller plus loin, je vous conseille d'aller sur le site api.jquery.com pour avoir toute la documentation sur les différentes méthodes de jQuery. Comme d'habitude, vous trouverez aussi de la documentation sur le site w3schools.com dans la rubrique jQuery. Voyons maintenant quelques autres propriétés utiles de jQuery. La propriété attr permet de régler les attributs HTML. Ici par exemple, j'ai une balise A et je vais modifier son attribut href, ce qui donnera ceci. Comme pour les autres propriétés, si nous enlevons le deuxième argument, nous effectuons une lecture. Ici, nous obtenons donc lien pour HTML. Certains attributs HTML ne prennent pas de valeur. C'est le cas par exemple de l'attribut checked ou de disabled ou de selected. Nous utiliserons la méthode propre et l'on réglera à true ou false pour mettre ou enlever l'attribut. Ici, nous avons un input de type checkbox au début et il est décoché. Si on ajoute l'attribut checked en mettant prop checked à true, la case devient cochée. Comme d'habitude, la propriété prop peut aussi s'utiliser en lecture en ne mettant qu'un seul paramètre. Propriété suivante, la propriété val. Elle va servir à régler l'attribut value d'un input HTML. Ici par exemple, j'ai un input type texte et je règle sa value à hello. Comme vous voyez ici, la propriété val peut également être utilisée en lecture. Nous avons vu que nous pouvons modifier le code HTML contenu dans une balise grâce à la commande HTML. Ici, j'ai un div d'identifiant div1 et je mets un deuxième div à l'intérieur. Ça produit ceci. Je peux également utiliser la méthode append pour ajouter du code HTML à la fin de la balise. Donc ici, j'ajoute une balise d'id div3 à la fin de ma balise div1. Il existe également la fonction prepend qui fait la même chose, mais qui ajoute au début et non à la fin. La fonction after permet d'ajouter du code après une balise sélectionnée comme ceci. Enfin, la fonction remove permet de supprimer du document les éléments sélectionnés en jQuery. Il y a encore des tas d'autres fonctions, mais normalement avec ça vous pouvez déjà tout faire. N'hésitez pas quand même à faire un petit tour sur la documentation de jQuery pour voir un peu ces autres fonctions. Les objets jQuery peuvent être convertis en HTML Element et vice-versa. jQuery est plus pratique, mais certaines propriétés ne sont disponibles que pour les HTML Element, donc il faut savoir passer de l'un à l'autre. Un HTML Element peut être converti en jQuery simplement en mettant $ de l'élément. L'opération inverse se fait en mettant entre crochets 0, ou éventuellement entre crochets i pour obtenir le IMHTML Element correspondant au sélecteur que vous avez mis. Vous pouvez considérer d'une certaine manière que l'objet jQuery est un tableau d'HTML Element, et vous pouvez par exemple utiliser la propriété length pour connaître le nombre d'éléments. Jusqu'à présent, nous avons vu comment modifier des propriétés, mais il faut pouvoir lui dire quand effectuer ces modifications et sous quelles conditions. C'est le principe des événements. L'événement le plus courant est l'événement click. Nous voyons ici deux manières de le programmer. Dans la balise HTML, nous pouvons écrire onClick égale entre guillemets du code JavaScript qui permettra par exemple de lancer une fonction que vous avez déclarée ailleurs. La manière la plus propre, c'est d'ajouter un écouteur d'événements en jQuery. On utilise la méthode click et on met le nom de la fonction qui doit être lancée lorsque l'événement a lieu. Le plus souvent, nous utilisons une fonction anonyme de la sorte pour gérer l'écouteur d'événements. C'est le principe des fonctions inline que nous avons vu tout à l'heure. Cette syntaxe est souvent beaucoup plus claire car vous voyez tout de suite le code associé à l'événement sans avoir à rechercher à l'autre bout du fichier.
Il y a un piège auquel il faut faire attention. Si vous mettez le fichier JavaScript dans le head de votre document, il se peut qu'il soit exécuté avant que le document HTML soit entièrement chargé. Au moment où vous demandez l'ajout de votre écouteur d'événements, l'élément peut ne pas encore exister et l'écouteur ne sera donc pas ajouté. Il faut donc dire d'attendre que le document soit chargé avant d'effectuer la commande, et pour cela on écrira ceci. $parenthèse ici se réfère à la totalité du document. Nous utilisons l'événement ready et on définit à l'intérieur ce que nous devons faire lorsque le document est chargé. Nous allons voir maintenant les événements les plus courants. On va supposer d'abord que nous avons le code HTML suivant. Nous avons d'abord l'événement resize qui est lancé lorsque la fenêtre du navigateur change de taille. Pour récupérer la nouvelle largeur, par exemple, nous utiliserons $window.width. Ici, nous demandons d'afficher cette largeur dans le div d'identifiant info. Voici ce que ça donne dans le navigateur, je redimensionne et je vois la largeur qui apparaît. L'événement suivant, l'événement mouseDone. La fonction ici possède un paramètre d'entrée qui va contenir des informations sur l'événement. e.which vaudra 1, 2 ou 3 suivant le bouton sur lequel l'utilisateur a cliqué. e.pagex et pagey correspondent aux coordonnées de la souris lors du clic. Un exemple, je clique à différents endroits, je clique après bouton du milieu et bouton droit. Il existe d'autres événements de souris, par exemple mouse up lorsque le bouton de la souris est relâché. Il y a également l'événement clic que nous avons vu tout à l'heure, l'élément mouse enter qui se produit lorsque la souris passe sur un objet, mouse leave lorsqu'elle quitte cet objet, et mouse move à chaque fois que la souris se déplace sur cet objet. Voyons maintenant l'événement keypress qui se produit lorsque l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. e.which ici vous donnera un code de touche sur lequel vous avez appuyé. Par exemple, A vaudra le code 97, B 98 et C 99. Il y a deux autres événements clavier à connaître, keyDown qui se produit lorsque la touche du clavier est enfoncée et keyUp qui se produit lorsque la touche est relevée. Enfin, un dernier événement à connaître absolument, l'événement change. C'est quasiment le seul événement qu'on est amené à déclarer sur tous les inputs d'un formulaire. Cet événement s'applique à tous les inputs lorsque leur valeur est modifiée. L'événement est exécuté lorsque l'utilisateur appuie sur Entrée ou lorsqu'il clique en dehors avec la souris. Dans tous les événements, vous pouvez utiliser la variable this qui est un HTML element de l'objet sur lequel l'événement est survenu. Ainsi, this.value vaut la valeur saisie. Comme nous avons vu tout à l'heure, nous pouvons convertir le HTML element en objet jQuery et ainsi utiliser les propriétés de jQuery. Nous savons maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir faire notre simulateur de dés que je vous ai montré au début. Nous commençons par écrire le code HTML. Nous avons ici un input type number pour le nombre de dés. Ici, nous définissons un emplacement pour mettre les différents inputs qui vont permettre de choisir le nombre de faces de chacun des dés. Nous mettons un bouton lancé et nous mettons un input type texte en read-only pour recevoir le résultat. Nous allons maintenant faire la fonction qui va ajouter des inputs en fonction du nombre de dés sélectionnés. Il faudra exécuter cette fonction au chargement de la page pour que le input du premier dé apparaisse. Nous écrirons donc ceci. Nous allons faire une boucle qui va faire autant d'itérations qu'il y a de nombre de dés. À l'intérieur de la boucle, nous ajoutons les inputs pour chacun des dés. Cette fonction est exécutée une fois au chargement du fichier, mais elle doit être exécutée à chaque fois que l'input ndIce est modifié, donc nous ajoutons un écouteur d'événements. Un petit problème, à chaque fois qu'on vient modifier le nombre de dés, les dés viennent s'ajouter au précédent. Je dois donc effacer tous ces dés au démarrage de la fonction. Nous pouvons tester, on voit que quand on modifie le nombre de dés, le nombre d'inputs change. Nous allons maintenant programmer ce qui se passe lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton Lancer. Donc nous commençons par ajouter un écouteur d'événements sur l'événement clic du bouton. Nous allons déclarer une variable R qui vaudra 0 pour l'instant, mais qui vaudra le résultat de nos dés. Nous devons à la fin afficher R dans l'input d'identifiant résulte. Nous allons maintenant faire une boucle qui va parcourir chacun des inputs des différents dés. Nous écrirons ceci.
Ça signifie pour chaque élément qui correspond au sélecteur, exécutons la fonction inline suivante. Nous allons alors ajouter à R le score de chacun des dés. Math.random est une fonction qui donne un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et en écrivant ceci, on va obtenir un nombre entier qui varie entre 1 et 10 points value. Cette valeur est ajoutée à R grâce au plus égal. Nous allons tester, donc nous allons commencer par régler le nombre de faces de chacun des dés, et on appuie sur lancer, et on obtient quelque chose qui nous semble cohérent. Nous allons voir maintenant quelques petites fonctions pour faire des effets très facilement. Nous partons du code HTML avec juste une image d'identifiant vavache. Nous allons écrire directement nos commandes dans la console. Nous avons d'abord la fonction fadeout qui va vous faire disparaître votre vavache avec un effet de fondu. Le 1000 ici correspond au temps de l'animation en millisecondes, donc une seconde. De la même manière, vous avez la fonction fadeIn qui va vous faire apparaître votre vavache. La fonction slideUp va la faire disparaître en réduisant sa taille. Et la fonction slideDown va la faire apparaître de la même manière. La fonction hide combine un fadeout et un slideUp. Et la fonction show fait l'opération inverse. Enfin, la fonction magique, la fonction animate. Vous avez juste à préciser les propriétés CSS que vous voulez en fin d'animation et il va interpoler sur la durée que vous avez précisée. Et voilà ce que ça donne. Passons maintenant à la dernière partie qui va parler de Ajax. Et non, ça n'a rien à voir avec le produit salle de bain. Nous avons expliqué tout à l'heure que le JavaScript était un langage client. Donc le serveur envoie le code JavaScript avec le code HTML au client et c'est le navigateur qui interprète ça. Une fois le code chargé, le client ne peut normalement plus recontacter le serveur à moins de recharger une nouvelle page. Et c'est là qu'Ajax intervient. Il vous permet de recontacter le serveur pour mettre à jour votre page sans la recharger complètement. Un exemple que vous voyez tous les jours, quand vous êtes sous Google, vous tapez un début de phrase et il va vous proposer des suggestions pour continuer la phrase basée sur ce que cherchent en général les autres utilisateurs. À chaque fois que l'on tape une lettre, il y a un script qui demande au serveur de Google quelles sont les requêtes les plus courantes qui commencent par les lettres tapées. C'est dans ces moments-là d'ailleurs qu'on perd foi en l'humanité, quand on voit qu'il parle d'avoir un chien et même pas d'avoir un chat. Mais bon. Alors voyons comment ça marche. On va faire une page HTML très simple avec un div et un bouton envoyer. Je commence par mettre un écouteur d'événements sur mon bouton de cette manière. Je vais maintenant pouvoir lui dire de télécharger le fichier ajax.php et de lui faire passer par la méthode get une variable nom qui vaudra Bob. Une fois le fichier téléchargé, ça va lancer la fonction ici et ça passera en paramètre dans la variable data le contenu du document. Je lui dis ici de mettre ce contenu dans la balise div ici. Nous allons maintenant pouvoir préparer notre fichier ajax.php. Il va juste afficher hello avec le nom qui lui est passé en argument. Nous allons maintenant pouvoir tester. Lorsque j'appuie sur envoyer, je reçois le contenu de mon fichier ajax.php que j'ai mis dans ma balise div1. Nous avons utilisé la méthode get, mais nous pouvons utiliser aussi la méthode post en changeant seulement ici et ici. Dans l'exemple précédent, nous avons fait passer du code HTML par Ajax. Nous pouvons aussi faire passer des données et pour cela on va utiliser JSON. Nous avons le petit formulaire suivant. Je veux qu'à chaque fois que je mets un identifiant, ça me charge dans la base de données le nom et le prénom et ça complète mes champs. Commençons cette fois-ci par le PHP. Je commence par me connecter à ma base de données. Je prépare une requête pour rechercher les informations patients en fonction de l'identifiant passé dans l'argument de la page. Je mets ces informations dans un objet que j'appelle patient. Et je vais encoder ça sous la forme d'un tableau JavaScript grâce à la commande JSON-encode. Si je tape dans mon navigateur ajax.php id égale 1, logiquement, je dois obtenir ceci. Je vais maintenant pouvoir préparer mon fichier JavaScript. Je mets un écouteur d'événements sur l'événement change qui s'appliquera au input d'identifiant TheID. Je lui transmets l'identifiant du patient que je récupère en lisant la value de l'input TheID. Lorsque le document est chargé, je vais pouvoir lancer cette fonction.
je vais avoir accès à data.nom et data.prénom pour compléter mes champs. Pour que ça marche, je dois préciser que le document reçu est de type JSON. Testons maintenant le résultat. On voit que lorsque je change mon ID, les noms et prénoms se chargent. Et voilà, c'est terminé. Vous avez maintenant toutes les bases du JavaScript. Avec un peu d'entraînement, vous allez pouvoir réaliser des vraies applications online. Comme d'habitude, vous avez un petit questionnaire en description pour tester ce que vous avez retenu. Vous avez également un sujet de TP qui vous fera avancer un peu plus sur le projet fil rouge de cette série de vidéos. Le prochain chapitre portera sur WordPress. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Si vous souhaitez faire un don, il y a un lien vers ma page Utip dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne de Professeur Petit Chat.